Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo update. Aujourd'hui, comme ça fait un bon moment qu'on s'est pas vu, je vais un petit peu rattraper le temps encore une fois et vous montrer toutes les lectures que j'ai lues dans ces 2-3 derniers mois. Sachant que cet été j'ai travaillé, j'ai quand même moins lu que d'habitude, mais j'ai pu rattraper ma grosse panne de lecture que j'ai eue il y a de ça 3 mois, puisque pendant 3 mois j'étais quasiment incapable de lire ou très peu, donc du coup je me suis bien rattrapée cet été et je suis assez contente. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous faire de très rapides résumés parce qu'il y a quand même pas mal de livres et j'ai pas envie que la vidéo dure 3 ans. On commence tout de suite donc avec une lecture toute douce, très simple, puisque comme je vous disais j'étais en pleine panne de lecture et pour sortir de là je me suis dit je vais sortir les livres les plus simples et les plus doudous de ma palle. Donc c'est ce que j'ai fait avec The Tea Dragon Society de Cathy O'Neil, et celui-ci vous avez dû le voir, il est sorti en français en BD. C'est une histoire super douce sur des petits animaux qui sont capables de faire du thé avec leurs cornes ou leurs feuilles qui leur poussent sur la tête. C'est absolument très simple mais trop mignon comme histoire, c'était super doudou. Et ensuite du coup ces deux jeunes filles qui s'occupent d'eux tout simplement, qui nous racontent un petit peu leur histoire, comment on fabrique le thé, d'où viennent ces créatures, etc. C'est vraiment très mignon, c'est super court hein, vous voyez, il y a même des illustrations d'ailleurs très mignonnes. Je suis pas du tout BD mais là elle était entièrement colorisée et j'ai trouvé ça super mignon, ça m'a vraiment redonner goût à la lecture tout doucement. C'était un bon redémarrage et je vous conseille vraiment cette petite BD adorable. Ensuite, lecture doudou, vous avez dû vous en douter, j'ai lu le 4e tome de Heartstopper qui était sorti tout juste à ce moment-là, pareil quand j'étais en pleine panne de lecture. Et du coup j'ai adoré retrouver les personnages de Nick et Charlie encore une fois, puisque je vous disais dans mon dernier vlog que j'avais lu tous les autres livres qui parlaient d'eux, donc c'était le dernier en date que je n'avais pas lu. C'était adorable comme d'habitude, on retrouve donc nos personnages avec de nouvelles problématiques, puisque là on voit maintenant la maturité du couple qui a changé, puisque ça fait je crois 2 ans qu'ils sont ensemble dans ces tomes-ci. On retrouve la famille de Charlie, mais plus de problématiques cette fois-ci au niveau des troubles du comportement alimentaire, donc ça j'ai trouvé ça bien qu'on retrouve ce sujet dans ce livre là, c'est plutôt très bien abordé. On retrouve vraiment un grand respect de la part de l'autrice qui a voulu, je pense, décrire au mieux cette maladie et ce que peuvent faire les gens autour, puisque là en fait on est vraiment dans la problématique de Nick qui lui est dans l'autre côté du problème, puisqu'il essaye d'aider son copain à aller mieux mais il ne sait pas quoi faire, et pourtant vraiment on voit qu'il fait des efforts, que il cherche sur internet, des fois il fait des boulettes parce que forcément il sait pas trop comment s'y prendre, et j'ai trouvé ça très bien retranscrit, donc j'ai beaucoup aimé. Après voilà, toujours ces petits moments très attendrissants entre les personnages, leurs familles, leurs amis, etc. Ça rejoint vraiment les autres tomes. En tout cas j'ai adoré replonger dans ces histoires, retrouver ces personnages que j'aime tant, donc c'était un vrai plaisir, je l'ai dévoré en quelques heures. On continue avec un tout autre registre avec The Subtle Art of Not Giving a Fuck de Mark Manson, qui est un livre de développement personnel mais complètement décalé. Je vous explique, un livre de développement personnel normalement c'est assez sérieux dans le sens où on va vous donner, c'est presque de l'ordre du médical, on va vous parler de psychologie, on va vous parler d'études du comportement, etc. Alors que là c'est aussi le cas mais de manière beaucoup plus familière, puisque l'auteur va faire des comparaisons beaucoup plus actuelles, beaucoup plus compréhensibles par la plupart des gens, et ça donne un ton à ce livre absolument comique, puisque on a vraiment des comparaisons qu'on pourrait pas du tout penser trouver dans un livre de psychologie ou autre, et du coup j'ai trouvé ça génial. Et donc le sujet principal c'était du coup comment faire pour les personnes qui prennent trop les choses à cœur, d'apprendre tout simplement à s'en foutre. Donc j'ai trouvé ça génial comme sujet, puisque moi je suis parmi ces personnes qui prennent les choses vite à cœur et qui se contrarient pour un rien, puisque souvent on nous explique du coup dans ce livre là que ce sont des situations qui ne devraient pas nous mettre dans cet état là, et j'ai trouvé ça génial parce qu'il y avait une espèce de légèreté, voilà, un petit coup d'humour qui était très agréable pour parler de sujets comme ça, et j'ai trouvé ça génial. Donc je pense continuer, j'ai vu qu'il en avait sorti un autre dans le même acabit, même genre de sujet, et j'ai bien envie de continuer parce que franchement c'était court, l'anglais était très accessible, en même temps le côté humour était très compréhensible aussi,
Et voilà, je trouve que ça change, ça modernise totalement le développement personnel et je trouve ça génial que ça devienne plus accessible et que ça renvoie plus cette image de choses beaucoup trop sérieuses qu'on comprend pas bien et qui cette fois nous fait rire alors que ça reste de la psychologie. Ensuite, un livre que j'ai mis énormément de temps à lire puisque je l'avais commencé quand j'ai eu ma panne de lecture et comme j'arrivais vraiment pas avec le début, j'ai continué peut-être 2 mois après. Il s'agit du deuxième tome de Sœurs de sang de Nikki Pau Preto, donc celui-ci c'est Feu Sacré, qui est juste énorme. Il faisait plus de 750 pages et le début était d'une lenteur absolue et j'étais extrêmement déçue parce que comme je vous l'avais dit dans une autre de mes vidéos, le tome 1 était un énorme coup de cœur pour moi, autant pour l'univers que pour l'écriture, que les personnages. J'avais adoré de A à Z et du coup j'étais super hypée par ce deuxième tome. J'avais énormément d'attentes et quelle déception de voir que les 200-300 premières pages, toute la première partie en fait a été d'une lenteur absolument horrible puisque ça m'a fait une panne de lecture et même quand j'ai voulu le reprendre après la panne, ça a été très compliqué. Heureusement, la deuxième partie est quand même assez chargée en action, ça rattrape un peu le tout, il y a pas mal de révélations, même si la grosse révélation de ce tome là, je l'avais vu venir à 10 000 km et d'ailleurs je crois même qu'au premier tome j'avais déjà cette piste là, donc je suis très mitigée, mais malgré tout j'adore cet univers, donc je sais très bien que je vais lire la suite, que je vais lire la fin, puisque troisième et dernier tome. Mais assez déçue quand même de ce deuxième tome, c'est souvent la malédiction des deuxièmes tomes, vous savez, qui sont un peu les tomes de transition, où on a beaucoup de blabla et pas beaucoup d'action, parce que là en fait on a beaucoup de réflexion des personnages et finalement pas beaucoup d'action, du moins pas pendant la première partie. Mais comme je vous disais, malgré tout je suis très contente de retrouver cet univers avec les dresseurs de phénix, la guerre qui commence à bouillir un peu là, on sent que ça va arriver, donc le troisième tome je pense va être explosif, c'est pour ça que je sais que je vais adorer le tome 3, mais voilà, ce tome 2 vraiment redescend la barre en dessous. J'étais contente aussi de retrouver les personnages avec Véronica, Tristan, on avait aussi Sève, ouais, vraiment très contente de retrouver ces personnages. J'ai beaucoup aussi aimé le personnage d'Avalkira qui est un personnage dont je ne peux pas vous en dire beaucoup puisque toute l'intrigue ou une grosse partie de l'intrigue tourne autour d'elle. Je trouve que c'est un personnage qui a une histoire assez forte, qui a une personnalité assez marquée et j'aime beaucoup ses traits de personnalité, ça fait vraiment un personnage fort et dont je me souviendrai à coup sûr, ça c'est certain. Donc voilà, j'attends avec impatience le tome 3 mais je sais que je vais pas non plus me ruer dessus pour le lire en tout cas, parce que j'ai très peur que le début du tome 3 soit exactement comme celui-ci et qu'on nous parle beaucoup de stratégie politique ou autre, ou juste de réflexion des personnages, mais de manière paraphrasée et ça c'est insupportable. Oui, d'ailleurs c'était le gros point négatif par rapport à cette première partie, c'était que c'était long, non pas parce qu'il y avait beaucoup de descriptions, même s'il y en avait, mais surtout parce que j'avais l'impression qu'on nous répétait des phrases de manière différente 3-4 fois pour dire une même chose simple et très facile à écrire. Finalement j'avais l'impression que c'était du remplissage, voilà, on va vous dire 3 fois la même chose avec des mots différents et ça passe pas quoi, parce que ça fait vraiment remplir du blanc pour remplir du blanc, bah, vraiment pour rien. Donc une lecture vraiment en demi-teinte pour ce deuxième tome, mais j'ai encore des espoirs avec mon côté fangirl de l'univers pour le tome 3. Ensuite on enchaîne avec une excellente lecture pour le coup que j'avais aussi mise en pause suite à ma panne de lecture mais que j'ai repris avec un immense plaisir quand j'ai repris. C'est Amazon, le tome 1, Le Sanctuaire de Thémiscyre de Leila Edith, qui m'a été d'ailleurs envoyé par l'autrice elle-même et je l'en remercie encore une fois parce que son histoire est une pépite. Et pour cela je vais d'ailleurs vous faire une vidéo dédiée, donc c'est pour ça que je ne vais pas vraiment vous en parler dans cette vidéo, ça mérite entièrement une vidéo dédiée parce que c'est un univers incroyable, vraiment ce livre mériterait d'être bien plus vu, bien plus lu. Une série vraiment incroyable avec des personnages géniaux, de la mythologie grecque, voilà, pour vous mettre un petit peu en haleine. On est dans cet univers là avec le peuple des Amazones, on va avoir du voyage dans le temps, on va avoir des personnages forts, majoritairement féminins puisque c'est aussi un livre très féministe, très ancré sur le féminisme, et j'ai vraiment adoré cette lecture, j'ai vraiment hâte de lire la suite et je vous fais une vidéo dédiée très bientôt.
Ensuite on continue avec une très bonne lecture également, c'est Souvenirs de Marnie de Joanne J. Robinson. Celui-ci je l'ai lu parce que je connais le film Ghibli que j'adore, c'est un de mes Ghibli préférés et pourtant c'est loin d'être un des plus populaires, mais je le trouve absolument magnifique. C'est une histoire simple mais tellement pure, tellement belle. Ça parle donc d'une petite fille qui s'appelle Anna, qui vient de la ville et qui a des problèmes de santé respiratoire et qui donc est envoyée à la campagne chez sa famille lointaine pour pouvoir mieux respirer et passer l'été un petit peu hors de la ville. Et là-bas elle va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Marnie et qui va devenir vraiment sa meilleure amie. Anna, qui est une fille très réservée, très renfermée, va découvrir l'amitié avec cette jeune fille qui est pourtant assez mystérieuse puisqu'elle n'apparaît que la nuit. Elle habite dans la maison en face de la sienne, au-delà du marais. C'est vraiment une ambiance très mystérieuse, voilà. On sait pas trop ce qui se passe en fait, on sait pas trop si tout ce qui se passe est réel. Est-ce que Anna fait des rêves? Est-ce qu'elle vit vraiment des choses? On va avoir des époques qui vont se croiser, enfin c'est absolument magnifique, très onirique. On a vraiment l'impression de naviguer dans un rêve, donc on comprend pas toujours tout, mais ça finit par prendre sa place à la fin et vraiment c'est rempli d'émotions. Je trouve d'ailleurs la couverture magnifique, ça traduit merveilleusement bien l'ambiance et le thème du livre. Et je vous le recommande vraiment à 100%, il est magnifique. Tout comme le Ghibli d'ailleurs, je vous conseille vraiment d'aller le regarder parce que c'est... J'ai pas pleuré pour le Tombeau des Lucioles, mais j'ai lâché ma petite larme pour celui-ci. Donc vous voyez, c'est que vraiment c'est un beau film avec de très belles valeurs et une fin magnifique comme d'habitude. On enchaîne avec un livre où j'ai eu un avis très mitigé puisque je m'attendais vraiment à une romance. Donc voilà, je sortais de toutes ces bonnes lectures, de la fantaisie, etc. Je me suis dit maintenant j'ai envie d'un truc léger pour pouvoir reprendre la lecture tranquille. Et voilà, une romance doudou pour l'été. Donc je me suis dit je vais me prendre le dernier Neil Gaiman et Maria Lino, La nuit où les étoiles se sont éteintes. Donc moi je m'attendais vraiment à un espèce d'after si vous voulez. Je pensais que comme les autres romans de Neil Gaiman, on allait avoir un bad boy avec une jeune fille assez studieuse, assez calme, etc. Et en fait pas du tout. Puisqu'en fait on va suivre un jeune homme qui a une vie assez pourrie, hein, faut le dire. Sa mère est en prison, il a vécu une partie de son enfance dans des familles d'accueil où ça s'est toujours très mal passé. Il est à fond dans la drogue, dans toutes les mauvaises passes qu'on peut avoir à cet âge-là. Et du coup c'est vraiment un jeune garçon de 17 ans complètement brisé, qui n'a pas d'amis, qui a que des idées noires. Vraiment il a une vie assez triste malheureusement. Et du coup on va suivre son évolution justement avec des amis qu'il va se faire en changeant de lycée, en changeant de ville. Et ce qui était assez particulier, c'est que du coup dès le début on sait déjà qu'il s'est bien entendu avec ces amis là, qu'il s'est fait ce groupe d'amis, puisque on va alterner entre les chapitres avant, qu'est-ce qui s'est passé voilà à partir du moment où ça n'allait pas, sa descente aux enfers, et on alterne avec des chapitres presque un an plus tard, à la fin de leurs études, juste avant l'université, où ils partent en road trip avec ses amis. Et du coup j'ai trouvé ça dommage puisque ce road trip, pour moi, une chronologie normale aurait largement suffi et aurait été d'ailleurs moins spoilante, puisqu'on sait déjà du coup que ce personnage va avoir une remontée en flèche, il va être de nouveau heureux, etc. Puisque dès le départ on sait très bien que on voit ces images complètement opposées. Donc je sais du coup que ça appuie sur ce contraste malheureux, heureux, mais c'est dommage je trouve au niveau de la chronologie d'avoir fait ça dans ce sens là. Bon, ça c'est à mon humble avis. J'ai plutôt bien aimé la première partie, justement voilà, où on va voir comment il va remonter la pente, puisqu'il était vraiment tombé au bout du bout, avec des sujets assez difficiles. D'ailleurs j'ai bien aimé le fait que dans les chapitres il y ait des étoiles noires pour mentionner les trigger warnings, donc de tout type, donc des scènes qui pourraient potentiellement choquer, hop on le sait déjà dès le départ à chaque chapitre, donc ça c'est plutôt bien. Et voilà, ça aborde plutôt pas mal de sujets difficiles, comme voilà le fait d'avoir un parent en prison, les familles d'accueil, mais aussi voilà les pensées sombres, on a la dépression, on a la drogue, on a l'alcool, enfin plein de sujets comme ça qui sont assez bien traités, je trouvais, c'était vraiment réaliste. C'est surtout ça, on s'y croyait vraiment, on était vraiment dans la peau de ce garçon qui vit l'enfer en fait, mais qui peut pas s'en sortir puisqu'il se dit qu'il n'a vraiment aucune raison d'aller mieux, et c'est ça qui est triste.
Donc j'ai bien aimé cette première partie où ça coulait de source, l'écriture était vraiment bien, ça c'est un point que je tiens à aborder. L'écriture était super addictive, simple, efficace, pour le coup je m'y attendais pas du tout mais je l'ai lu super rapidement parce que justement c'était très facile à lire. Donc ça, très bon point. Mais par contre la deuxième partie, j'ai été un peu déçue. Parce que c'est là où on va voir le côté positif de l'histoire, mais là justement je trouve qu'il y a des incohérences. Par exemple avec la relation amoureuse qu'il y a sur le dernier tiers de l'histoire que j'ai trouvé complètement sortie de nulle part. Puisqu'on a du coup une romance entre le personnage principal et un autre personnage, mais qui pour moi n'a aucun intérêt puisque depuis le départ ce personnage pour moi n'avait aucune vue sur lui ou ne serait-ce que de l'intérêt. En tout cas moi je n'ai rien vu venir et j'ai trouvé que ça sortait vraiment de nulle part, que c'était vraiment pour faire de la visibilité, pour avoir une romance, et en plus une romance d'un certain type que vous découvrirez puisque ce serait du spoil. Mais franchement j'ai pas du tout été hypée par cette romance, j'étais pas du tout dedans et pourtant j'en voulais une dès le départ. Moi je vous l'avais dit, je voulais une romance et je me suis dit que ça allait commencer dès le départ avec un personnage où c'était assez évident, où il y aurait un petit peu le coup de foudre ou quoi, mais là pas du tout, ça vient vers la fin et ça vient comme ça, le personnage vient lui dire ah en fait j'ai des sentiments pour toi, ah bon, l'autre il sait pas du tout où se mettre et ça se comprend mais non, moi cette relation là je l'ai pas aimée parce que vraiment j'ai trouvé que ça sortait de nulle part, c'était pas justifié, j'avais vraiment l'impression que c'était pour pouvoir dire il y a une relation comme ça dans mon livre, mais je trouvais ça dommage du coup. Et aussi dans le même genre, il y a un autre personnage qui n'est pas dans la relation mais qui a aussi un statut sexuel particulier et j'ai trouvé encore une fois que c'était juste pour avoir de la représentation dans le livre et je trouve ça dommage parce que là vraiment ça sortait, c'était comme un cheveu sur la soupe. Je me suis vraiment dit que ce livre à la fin c'était, on y avait mis tous les ingrédients pour qu'il soit à la mode et c'est ça qui était dommage parce que moi j'ai plein de livres avec de la représentation et j'aime quand c'est bien fait, quand c'est justifié, quand il y a une vraie histoire, une vraie profondeur derrière les personnages, mais là j'ai pas trouvé que c'était le cas. C'était vraiment sur la fin, vite on va rajouter des relations, on va rajouter des personnages avec des orientations sexuelles différentes, etc. Mais vraiment pour qu'il y en ait, pour qu'on dise ah ben il y a de la représentation dans ce livre. Donc je suis pas trop d'accord avec ça, mais bon. Ça reste quand même une très bonne lecture, c'est les points qui m'ont dérangé vraiment sur la fin parce que c'était vraiment un concentré de mauvaises choses sur la fin. Mais sinon, ah oui d'ailleurs en parlant de la fin, cette fin on en parle, là c'est pareil, j'avais l'impression d'être dans un mauvais feuilleton, on nous fait peur sur la fin et pour avoir un ending dont on s'attendait et en même temps qui racontait d'une manière hyper brutale, juste pour mettre un point final à la va-vite j'ai l'impression, elle était vraiment bâclée cette fin, moi je ne l'ai pas aimée. Donc comme je vous disais, c'était une très bonne lecture pour les 2 tiers du roman. Et puis après j'ai l'impression vraiment qu'on a fait un cocktail de trucs. Oula, on a oublié de mettre plein de trucs qui sont à la mode, on va les mettre à la fin. Et c'est un peu l'effet que ça m'a fait. Donc j'ai trouvé ça dommage parce que malgré ça, comme je vous l'ai dit, j'ai adoré l'écriture. L'écriture super fluide, vraiment je l'ai lu très vite malgré tout ce livre. Mais le sujet pour moi, il y avait vraiment des problèmes. Et des problèmes de scénario puisqu'il y a des choix qui ont été faits sur la fin, voilà, qui pour moi n'étaient pas justifiés, qui étaient vraiment sortis de nulle part comme ça, vraiment pour qu'il soit dans les codes à la mode en ce moment. Et d'ailleurs je suis d'autant plus déçue puisque c'est une très bonne copine qui m'a offert ce livre, donc j'aurais aimé l'apprécier plus que ça, mais c'est comme ça. On continue avec une lecture que j'ai trouvée en boîte à lire, donc celui-ci n'était pas du tout dans ma wishlist, mais l'auteur m'a fait tilt, je n'avais jamais lu de livre de lui, c'est David Fuenquinos et le titre ce sont Les Souvenirs. J'ai beaucoup aimé ce livre, c'était assez particulier puisque ça aborde les souvenirs de sa famille, puisque au début du roman David Fuenquinos perd son grand-père avec qui il était très proche et il va raconter un petit peu toute la vie de son grand-père et suivi de celle de son père, de sa grand-mère aussi, mais vraiment on voit les tranches de vie, on voit les époques défiler et on voit ses questionnements aussi au fur et à mesure des années puisque maintenant qu'il a perdu ses proches, voilà, on le voit vraiment reprendre
pas mal de souvenirs pour en tirer des leçons, faire aussi le point sur sa vie. C'était assez intéressant. En même temps, ça a résonné en moi d'une manière particulière par rapport à ma situation la familiale. Et j'ai trouvé ça du coup assez réaliste sur la fin de vie. Aussi sur le fait qu'il y a beaucoup d'émotions qui ressortent. J'ai encore plus aimé les moments sur les questionnements du personnage principal justement, où il se dit un petit peu mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'en suis où de ma vie? Aussi sur le côté un petit peu plus pratique, ça parle aussi de relations amoureuses, ça parle de fonder une famille, etc. C'est vraiment le cheminement de la vie, il fait le point et je trouve ça assez réaliste et ça m'a fait vraiment réfléchir. C'était un livre assez sérieux, assez poignant puisqu'on a quand même pas mal d'émotions fortes. Mais en même temps voilà, c'est vraiment un livre qui fait beaucoup réfléchir et j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Je me suis trompée d'ailleurs, c'est pas David Fuenquinos, hein, le narrateur, c'est un narrateur fictif. Mais j'ai bien aimé surtout la deuxième partie où ça parle pas mal de sa grand-mère, puisque sa grand-mère, au décès de son mari, donc au début du tome, décide de fuir de la maison de retraite dans laquelle ses petits-enfants l'ont mise contre son gré, puisqu'ils ont vendu sa maison, etc. Elle est très vexée, et du jour au lendemain, sans rien dire, eh ben, elle prend le train et elle se casse à l'autre bout de la France, et j'ai trouvé ça génial. On est vraiment dans une recherche, un espèce de cache-cache en famille, puisque bah, les enfants et les petits-enfants ont essayé de retrouver leur mère, leur grand-mère, et pour cela ils doivent replonger dans ses souvenirs à elle, qui la ramènent du coup dans les coins de son enfance et à ses jours de jeunesse. Donc j'ai trouvé ça magnifique et en même temps assez triste, puisque cette vieille dame sait que c'est la dernière fois qu'elle va faire ça, c'est la dernière fois qu'elle peut se permettre de partir à l'aventure et de revoir des paysages qui l'ont marqué, des personnes qui l'ont marqué, et c'était vraiment magnifique pour ça. Donc c'est un petit roman de 200 pages à peu près, voilà, 250 pages, mais vraiment qui en vaut la peine. Je vais le remettre d'ailleurs en boîte à lire puisque telle était sa place, donc pour que quelqu'un puisse le lire à nouveau, puisque c'est vraiment, je pense, un livre qui va résonner en pas mal de gens, je pense, puisque là c'est vraiment des histoires de famille et des émotions qu'on a tous eues ou qu'on aura tous dans une vie, c'est certain. Donc je vous recommande vraiment ce livre et j'en garde justement de très bons souvenirs. On enchaîne avec un livre beaucoup plus léger, puisque cette fois je voulais ma romance, comme je n'avais pas été servie avec l'autre. J'ai pris Eleanor and Gray de Brittany Setcheri. Donc là cette fois je me suis dit, avec cette autrice là, si j'ai pas une romance je ne comprends plus rien, puisque c'est vraiment la queen de la romance. Je sais que justement Nina Quill adore. Il y a beaucoup de chroniqueurs qui en font vraiment son éloge dans la romance, puisque je suis pas très romance, moi je suis assez déçue souvent, et là je dois avouer que j'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc pour vous faire un petit topo, on va suivre Eleanor and Gray justement, qui sont au début du roman ados. C'est vraiment le premier amour, on suit comment ils se rencontrent malgré leurs personnalités très différentes, et c'est le coup de foudre. Tout de suite c'est le coup de foudre, mais malheureusement après leurs études c'est la séparation, non pas parce qu'ils ne s'aiment plus mais à cause des différentes universités il me semble, et donc ils doivent se quitter pour ne pas subir du coup la tristesse des kilomètres et de l'éloignement. Et du coup pendant 15 ans ils ne se voient pas, mais le destin va les réunir à nouveau, puisque Eleanor va se retrouver de nouveau dans leur ville d'enfance, va chercher du boulot et va trouver un job de nounou chez Gray justement, donc pour s'occuper des enfants de Gray. Donc à partir de là, elle se rend compte que l'homme dont elle était tombée amoureuse il y a quelques années est devenu un homme, un vrai pour le coup, mais complètement froid, sans plus aucune émotion, alors qu'il était pétillant. C'était vraiment un jeune homme plein de vie. Et voilà, donc là elle ne reconnaît plus, mais malgré ça vous vous doutez bien que l'étincelle d'il y a 15 ans va renaître de ses cendres dans cette histoire qui était vraiment très belle. J'ai beaucoup aimé parce que c'était un peu slow burn, ça a duré quand même 550 pages, donc pour de la romance c'est assez long. Et pourtant j'ai aimé parce que ça n'allait pas direct droit au but, c'était assez lent, mais justement c'est ça qui rend le truc réaliste. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Les personnages je les ai vraiment beaucoup aimés, notamment le personnage de Gray, parce que le personnage d'Eleanor je l'aimais mieux quand elle était plus jeune, et quand elle est plus âgée elle devient un peu bébête parfois. Elle perd ses moyens devant Gray, mais ça devient un petit peu ridicule et j'ai pas trop aimé parce que j'ai trouvé ça un peu exagéré. Mais malgré ça c'est vraiment une fille introvertie, vraiment le cliché de la lectrice vous voyez. Et lui
Au contraire, c'était un jeune homme très populaire qui est devenu PDG d'une grande boîte de whisky. Donc vraiment l'homme très classe mais à la fois super fermé avec un cœur de pierre. Mais pourtant j'ai beaucoup aimé comment ils vont tous les deux réussir de nouveau à se sentir à l'aise l'un avec l'autre. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire parce qu'on a tout le côté romance mignonne que je voulais mais pas trop niaise non plus, et à côté on a aussi le passé des personnages, qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant ces 15 ans qui font que les personnages étant changés. Il y a aussi des traumas hein, dans cette famille, vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Un gros événement qui a fait que ça a bouleversé la vie de Grey et de ses enfants. Et j'ai trouvé ça super au fur et à mesure d'avoir ces explications qui expliquaient vraiment tout hein, puisque quelque chose d'aussi horrible ça détruit des vies. Et du coup j'ai trouvé ça bien parce que c'était non plus pas trop dramatique. Des fois vous savez ils en font tellement trop que ça en devient ridicule, et le cliché de l'homme torturé ça va quand c'est dans des proportions raisonnables, mais quand c'est trop ça devient ridicule. Donc là c'était vraiment très bien dosé. Idem, l'écriture était très fluide et du coup je l'ai lu vraiment très rapidement malgré son grand nombre de pages. Bon là on dirait pas parce qu'il est en poche, mais vraiment très bonne lecture. Je suis assez surprise pour de la romance que j'ai autant aimée. Donc je pense que je vais continuer avec Brittany Sitchiri puisque maintenant j'ai enfin trouvé une autrice qui fait des romances comme je les aime. Donc voilà, je pense vraiment continuer avec elle. On enchaîne avec un gros bébé qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. C'est Le Royaume assassiné de Alexandra Christo que j'ai lu en lecture commune avec des copines. J'ai adoré ma lecture pour le coup. Et là j'ai été contente parce que enfin j'avais un livre de SFFF qui m'a vraiment plu. Ça faisait vraiment longtemps que ça m'était pas arrivé. Je pensais que ce serait le cas avec Feu Sacré. Ça n'a pas été le cas. Mais par contre avec celui-ci, dès le départ, j'ai aimé l'ambiance qui est justement à la fois mythologique sur les sirènes. On se dit oh ça va être mignon, ça va être gentillet, les sirènes c'est un peu comme les princesses. Enfin voilà vraiment le cliché, mais pas du tout puisque c'était assez sanglant, assez gore. Puisqu'en fait on est dans une histoire où les sirènes sont des monstres. Elles sont magnifiques mais en même temps leur raison de vivre c'est d'assassiner les marins et notamment les princes pour cette princesse sirène, puisqu'ils s'en servent en fait comme trophée. C'est ça qui va leur donner plus de pouvoir et qui vont faire d'elles des dévoreuses vraiment invétérées, des monstres marins en fait hein. Et on va suivre donc Lyra qui est donc la prétendante au trône marin, et elle c'est vraiment la sirène la plus meurtrière de l'océan. Donc elle ne fait que ça. Tous les ans pour son anniversaire elle va arracher à main nue le cœur encore palpitant d'un prince qui passait par là, et elle devient vraiment la plus sanglante de toutes les sirènes de l'océan, jusqu'au jour où il va arriver un événement malheureux qui va faire qu'elle va être punie par sa mère, la reine des mers, qui va pour la punir la transformer en humaine, puisque vraiment les sirènes détestent les humains hein. Pour eux c'est uniquement de la chair à pâté. Et voilà, la plus grosse punition qui puisse leur arriver c'est d'être parmi eux et d'être privée du coup de leur pouvoir. Et c'est ce qui va arriver à Lyra, donc elle va être transformée en humaine et être ramassée, tiens donc, par un prince qu'elle devait tuer quelques jours auparavant. Donc elle se fait ramasser par ce prince là qui est assez différent des autres princes puisque lui... justement sa mission principale, lui il ne veut pas du tout être sur le trône, il veut chasser les sirènes, toutes les tuer pour pouvoir sauver un petit peu la population, puisqu'il voit que ses congénères princes se font tous exploser les uns après les autres. Et du coup lui c'est ça son objectif, et donc Lyra se retrouve sur un bateau pirate en tant que sirène humaine sur un bateau qui chasse les sirènes. Donc elle n'est pas dans une super bonne posture, mais vous vous doutez bien qu'elle va au fur et à mesure s'acclimater de l'ambiance, qu'elle va peut-être revoir son jugement, peut-être que le prince aussi, et peut-être vouloir changer de camp, puisque finalement peut-être que ces deux espèces ne sont pas si différentes l'une de l'autre et opposées finalement sur des valeurs qui leur sont communes. Donc j'ai trouvé ça génial. C'était une très très bonne histoire, un stand-alone, donc ça change un peu justement. Là on n'a pas ces longueurs qu'on a sur des trilogies, puisque là on a tout en un seul roman, mais en même temps c'était ni trop court ni trop long, c'était bien écrit. Moi j'ai pas trouvé de faute d'orthographe d'ailleurs, je tiens à le dire, puisque de Saxus je sais qu'ils sont assez critiqués pour ça, mais là franchement j'ai rien trouvé. Donc faut savoir aussi que j'ai lu une bonne partie en e-book, donc est-ce que l'e-book était moins truffé
de fautes ou de fautes de frappe, de fautes de traduction, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas moi je ne peux pas me plaindre là-dessus, je n'en ai pas vu. J'ai trouvé l'univers très original, très sympa, puisque c'était une réécriture en fait de La Petite Sirène, vous l'avez deviné. Mais l'univers était assez fouillé. J'aime beaucoup moi dans les univers fantastiques qu'on nous explique le côté culturel des créatures, et là c'est le cas, on nous explique vraiment toute l'histoire, les coutumes des sirènes, de ce qui se passe sous la mer, et à la fois des royaumes qu'on a autour, donc des royaumes terrestres avec les princes, etc. On va nous expliquer un petit peu les différents royaumes, qu'est-ce qui se passe, leurs spécialités, les conflits, etc. Et c'est ça que j'aime. Moi j'aime vraiment quand les univers sont fouillés, ils sont vraiment exploités jusqu'au bout, que c'est pas juste un nom sur une carte et qu'il se passe rien. Non, non, là on a des explications. Donc j'ai vraiment aimé ce point là. Au niveau des personnages, j'ai plutôt bien aimé le personnage de Lyra qui elle se remet pas mal en question. On voit vraiment son côté monstrueux s'effacer au fur et à mesure pour un côté humain qu'elle niait complètement. Et à côté par contre le prince, je l'ai trouvé un peu plus creux. Ça me fait penser un petit peu à Nikolai dans le Grishaverse, mais en moins fouillé pour le coup, parce que le prince, j'ai pas trouvé qu'il avait une personnalité très très profonde, mais il était intéressant quand même. J'ai bien aimé la relation entre les deux personnages. J'ai bien aimé aussi les personnages secondaires par contre, donc l'équipage sur le bateau, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ils étaient eux pour le coup assez bien ficelés, donc ça c'était chouette. Et puis voilà, j'ai passé vraiment une très bonne lecture, c'était pas un coup de cœur non plus, mais ça fait plaisir enfin de voir des livres efficaces, dans le sens où ni trop long ni trop court, il y a tout ce qu'il faut. C'est pas un chef d'œuvre, mais en même temps il y a tout ce qu'il faut pour passer un très bon moment, et pour ça je vous le recommande vraiment 1000 fois. Ensuite je vais passer très vite fait sur un livre que je n'ai vraiment pas aimé du tout. C'était The Female of the Species de Mindy McGinnis. Il est en VO, je ne crois pas qu'il existe en VF, mais c'était un livre super bizarre et assez malsain j'ai trouvé. Donc en fait on parle d'une jeune fille qui dès le début du roman va nous dire que tuer c'est son délire. Voilà, et c'est pas du tout un roman de fantasy ou quoi, c'est un contemporain. Donc on suit 3 ou 4 adolescents dans un lycée, on va suivre leur relation entre eux, et pendant les 3/4 du roman il va littéralement rien se passer, hein. On suit leurs histoires d'ados, leurs petites histoires entre amis, le bal du lycée, etc. Mais vraiment sans beaucoup de fond. Et derrière on va avoir cette problématique du viol. C'est la problématique qui va ressortir le plus de ce roman. Enfin moi c'est le seul sujet, j'ai l'impression, qui m'a marqué, parce que le reste, vous voyez, je l'ai fini il y a quelques jours, mais je saurais même pas vous raconter des histoires intéressantes à l'intérieur de ce roman, à part cette problématique du viol, parce que celle-là elle m'a pas mal marqué, et puis c'est ce qui marque la fin du roman aussi. Mais on sait que dès le départ on a un fait divers qui tourne, puisqu'une jeune fille, la sœur du personnage principal, a été tuée par un malade qui l'a violée, et depuis il y a des descentes de police pour expliquer aux ados que si jamais il y a le moindre problème, que si quelqu'un, une jeune fille se fait toucher ou agresser ou n'importe quoi, il faut absolument les prévenir. Donc il y a toute une histoire de solidarité au début. Pendant aussi il y a quelques actes pour revendiquer justement cette haine contre les violeurs, aussi revendiquer la protection, la solidarité entre les adolescents, notamment les jeunes hommes envers les jeunes femmes qui malheureusement dans ce genre de situation n'osent pas intervenir. Et donc on va suivre ces personnages au fur et à mesure, avec leur relation aussi avec la sexualité qui est, j'ai trouvé, assez malsaine parfois, parce que vraiment c'est pas une sexualité normale, c'est vraiment c'est tordu. Il y a vraiment des passages qui sont tordus, des jeunes garçons qui sont vraiment dérangés par le sexe, et c'est malheureux mais c'est la vérité en même temps. Donc je sais très bien que l'autrice a voulu dépeindre ce qui se passe en vrai, mais voilà, moi ça m'a dérangé, j'ai pas passé un super bon moment, et la fin est assez brutale pour le coup. C'est vraiment l'apothéose de la violence, avec un personnage assez incompris et qui pète les plombs, des récidives de viol. Enfin vraiment c'était une fin brutale, et je sais pas si ça méritait vraiment d'être aussi brutale pour faire passer le message. Est-ce qu'il y a besoin que ça en arrive là justement? C'est malheureux à dire, mais est-ce que dans la société il faut que ça en arrive là pour que les violeurs disparaissent, pour que les violeurs arrêtent
Ces pratiques juste abominables envers les jeunes filles, et pas que les jeunes filles d'ailleurs. Et c'est la problématique que la fin de ce roman m'a posée. Mais voilà, ce qui est dommage, c'est que j'ai trouvé que toute l'histoire de fond sur les personnages n'a servi à rien. C'était un peu du vide, du blanc. Donc certes, ça se lisait très facilement, les chapitres étaient très courts, donc ça c'était plutôt agréable. Mais j'étais vraiment déçue par ce roman de manière générale, donc je ne vous le recommande pas pour le coup. Ensuite, je vais vous présenter un livre qui est d'un genre que je ne lis absolument jamais. C'est La Chaîne de Adrienne McKinty. Je l'avais vu sur la chaîne de Vibration Littéraire. Et là, j'ai vu qu'il sortait en poche. Je me suis dit, il m'intrigue depuis un moment. Il sort en poche. Bon, allez, je vais me le prendre. Et je regrette pas du tout. J'ai vraiment bien aimé ce livre, alors que c'est pas du tout le genre auquel je suis habituée. Puisque là, c'est un thriller polar sur une chaîne d'enlèvement. Donc en fait, le principe est simple, dès que votre enfant se fait enlever, pour pouvoir le récupérer, il faut que vous enleviez à votre tour les enfants de quelqu'un d'autre. C'est absolument abominable, mais voilà, c'est le pitch de ce roman. Et j'ai vraiment bien aimé. C'était original et en même temps, on a tout le côté recherche qui était très sympa. Donc la première partie est vraiment centrée sur l'histoire du personnage principal qui est une maman du coup à qui il arrive cette atrocité. Sa fille se fait enlever un matin alors qu'elle va à l'école et elle reçoit un appel en lui disant écoutez vous faites maintenant partie de la chaîne, pour pouvoir récupérer votre fille il faut que vous kidnappiez un autre enfant et ainsi de suite. Il faudra que les parents de cet enfant kidnappent un autre enfant pour que vous puissiez récupérer votre fille. Donc à ce moment là on a vraiment la phase de c'est quoi ce truc, c'est un délire, c'est un canular, c'est n'importe quoi. Et puis elle se rend vite compte la maman que c'est pas du tout des menaces en l'air. Donc elle va faire ce qu'on lui dit de faire malgré... En fait on voit pendant toute la première partie sa lutte intérieure entre sa morale et l'amour... inconditionnel et protecteur d'une mère. Donc en fait elle est tout le temps tiraillée à se dire mais je suis vraiment en train de faire ça mais en même temps je veux sauver ma fille à n'importe quel prix, donc je vais le faire en fait, peu importe ce qu'ils vont me demander, toutes les atrocités qu'ils vont me demander, je serai capable de tout pour récupérer ma fille. Et c'est ça qui était assez original, je sais pas quel adjectif employer à lire, mais en tout cas ouais, c'était vraiment réaliste, puisque on se dit à sa place on serait pareil, parce que voilà, quand c'est quelqu'un de votre famille, on ne touche pas à notre famille, donc on la comprend, on a de la pitié pour elle, mais en même temps, est-ce qu'on peut avoir de la pitié pour quelqu'un qui fait des choses aussi atroces? C'est tout un questionnement qui était assez intéressant à suivre. Donc voilà, toute la première partie est concentrée sur la mère de famille, ce qui va lui arriver, est-ce qu'elle va réussir à se sortir de là, comment, etc. Et la deuxième partie, elle est concentrée plutôt sur la naissance de la chaîne. Et ça, moi j'ai trouvé ça assez intéressant aussi, puisque justement, comme je vous disais, j'aime quand il y a un scénario, quand il y a une intrigue, qu'on ait vraiment les détails de ce qui se passe, comment c'est arrivé ici, comment ça s'est mis en place, etc. Et là on a nos réponses, plus ou moins, après c'est pas super détaillé non plus. Mais on a vraiment la naissance de la chaîne, qui a créé cette chaîne, pourquoi, dans quel but, qu'est-ce qui est arrivé dans le passé de ces personnages aussi. C'était vraiment très intéressant et ça rend l'histoire beaucoup plus complète, puisque si on avait seulement eu l'histoire du kidnapping mais qu'autour l'organisation qui organise ça on n'a aucune information, ce serait dommage, et là c'est pas le cas. Donc vraiment agréablement surprise par ma lecture qui je pense va m'ouvrir la porte à d'autres lectures du genre. Malgré mes préjugés. Donc si vous voulez un petit peu vous sortir de votre zone de confort comme moi, je vous conseille vraiment de vous lancer dans ce roman qui fait des frissons dans le dos et en même temps qui est vraiment addictif. Et enfin je finis avec le dernier livre de cet update, qui est La fille de papier de Musso, que lui j'ai aussi récupéré en boîte à lire et je l'ai écouté en audiobook, puisque celui-ci je l'ai très vite feuilleté mais je l'ai beaucoup écouté dans la voiture. Et j'ai beaucoup aimé, franchement c'était mon premier Musso, et moi qui avais assez d'a priori sur les auteurs à succès, vraiment à grand succès comme ça, de littérature générale, j'ai vraiment bien aimé ce livre, puisque on va suivre un auteur à succès justement qui tombe au fond du gouffre après sa rupture avec vraiment l'amour de sa vie, et il est incapable d'écrire, et un beau jour il y a le personnage principal soi-disant de son livre qui va rentrer dans sa vie comme ça, et qui ressemble à 100% à deux gouttes d'eau, autant physiquement que mentalement, au personnage de son livre, donc cette jeune femme qui s'appelle Billy.
et ensemble ils vont vivre d'incroyables aventures en faisant un pacte pour pouvoir à la fois faire en sorte que Tom, le personnage principal, retrouve l'amour de sa vie et que Billy, elle, retrouve le monde dans lequel elle sort, puisque vraiment elle sort de nulle part, on se demande son identité, etc., puisqu'elle sort vraiment de nulle part et elle affirme être tombée du livre de son créateur, et c'est ça qui est absolument génial. On a la fiction qui rejoint la réalité dans un espèce de micmac absolument déroutant, et en même temps on nous explique ce qui se passe, on sait pas trop si c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est tout l'intérêt de ce livre. On a vraiment cette barrière entre la fiction et la réalité qui s'efface complètement, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc très bien écrit pour le coup, je ne connaissais pas l'écriture de Musso, j'ai beaucoup aimé l'écriture. Les personnages très fouillés pour le coup, on voit vraiment là que l'auteur il a de l'expérience, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir des acteurs en face de nous et pas seulement vaguement des silhouettes assez plates. Là vraiment on a de la profondeur dans les personnages, et je tiens à dire que l'audiobook était vraiment très bien lu. Je l'ai lu sur Audible puisque j'avais un crédit gratuit pour ce mois-ci, et franchement le lecteur a lu extrêmement bien. J'étais vraiment bien plongée dedans à chaque fois, donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience avec mon premier Musso, et je pense vraiment la réitérer très bientôt. Voilà, c'est tout pour cette vidéo update, j'espère que ce n'était pas trop long, j'ai fait vraiment au plus vite que j'ai pu, mais vous voyez c'était vraiment des coups de cœur et des grosses déceptions, mais il faut de tout pour faire un monde. Mais en tout cas je suis contente d'être sortie de cette fichue panne de lecture, et là je suis à fond, donc j'espère pouvoir être beaucoup plus présente sur YouTube, puisque là maintenant j'ai pas mal de livres à vous parler, mais ça ce sera pour une prochaine fois. En attendant je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt, bye.